Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Zeka, sélectionné en équipe de France de Warhammer 40 000 qui vient nous présenter les Drukhari, les Eldar noirs pour Warhammer 40 000. On est ici sur une faction d'elfes qui fait partie de la grande famille des Eldar, enfin des Aeldari au sein de Warhammer 40 000, sauf que ici c'est des méchants. Comment est-ce que tu définirais le gameplay? alors il faut savoir que c'est divisé en trois. Tu as les cabales, les cultes et les coteries qui ont chacun leur particularité, leur force, évidemment leur faiblesse. Oubliez un petit peu ce que vous avez vu en V9 parce que là on est sur un style de jeu qui est beaucoup plus proche du V8 et qui va être plus sur du tir que du corps à corps comme c'était en V9. En effet, puisqu'on va avoir la partie culte, c'est-à-dire tout simplement des furies, c'est-à-dire des personnes de sexe féminin qui en général vont tout droit et tapent relativement fort. Bon, maintenant ils tapent un petit peu moins fort, ça fait partie justement des changements avec cette nouvelle édition. On va avoir la partie cabalite, cabale, c'est-à-dire tout simplement des figurines armurées qui vont être principalement sur le tir. Et on va avoir la partie coterie où ils ont fait des expériences un petit peu cheloues dessus. Et donc on va vraiment être sur la partie tanking. C'est très intéressant le positionnement de Game Workshop sur cette armée, déjà au niveau de leur style esthétique, puisqu'en général c'est une armée soit qu'on aime, soit qu'on déteste. Déjà elle va avoir 3 gameplays potentiels qu'on recommande clairement aux personnes qui vont jeter leur dévolu dessus, parce qu'en fait quelle que soit votre humeur ou même quelle que soit on va dire la méta ou ce qui est fort et pas fort, ils auront normalement une branche dans laquelle ils devraient pouvoir performer. On est ici au début d'une nouvelle édition. Quand on parle d'équilibrage, c'est important que le codex soit équilibré au sein de chacune de ses entrées pour qu'il soit homogène à l'intérieur de celui-ci et aussi par rapport au reste du monde des autres armées. Toi, comment est-ce que tu le vois aujourd'hui? Par rapport à la V10, je dirais qu'en fait on peut trouver son intérêt, son style de jeu dans les trois. On peut mixer les trois ensemble, ou on peut se dire je vais faire que du Cabal, que du Witch, que du Coven. Ça aura ses forces et ses faiblesses, mais ça aura un positionnement stratégique ou un style de jeu bien à vous. Là où en fait en V9 on a envie d'avoir, même la patte de l'armée a envie d'avoir quelque chose d'homogène entre les cultes, les coteries et les cabales, il va falloir maintenant composer avec les nouvelles règles d'armée dont on va discuter, et peut-être plus orienté ou vers du tir avec des cabales ou vers de la tankiness avec les coteries. Pour maintenant parler des règles, il va y avoir 2 niveaux comme pour tous les mécanismes de la 10e édition. On va avoir les règles d'armée et les règles de détachement. En l'occurrence ici, il n'y a qu'un seul type de détachement parce qu'on est en index, mais c'est déjà intéressant de comprendre comment ça va marcher. Déjà au niveau de la règle d'armée, on va avoir l'iconique, l'historique, la puissance par la souffrance. Maintenant ça a bien changé. Au début de la partie déjà, dépendamment du format de jeu que vous allez avoir un nombre de points de souffrance. En 1000 ça va être 2 et en 2000 ça va être 3. Et après à chaque fois que vous allez tuer une unité, vous allez justement gagner un petit point, ou alors à chaque fois qu'une unité ennemie va rater un test d'ébranlé. Ces petits points vont pouvoir être utilisés pour renforcer une unité, ou en tout cas N unités, puisque vous n'êtes pas limité sur justement la distribution généreuse de ces petits pions. Ceux-ci, vous allez pouvoir les distribuer quasiment à n'importe quelle phase. Si vous le faites, par exemple à la phase de mouvement, ça sera la relance du jet d'advance. Si vous le faites à la phase de tir, l'unité pourra relancer tous ses jets de touche. À la phase de charge, relancer ses jets de charge. Et si vous le faites à la phase de combat, cette unité renforcée pourra donc relancer tous les jets de touche. C'est pas les mêmes mécaniques qu'on avait avant 9 parce qu'on se souvient qu'on avait quelque chose d'incrémental en fonction des tours, qui était d'avoir une invulnérable à 6, puis un advanced charge qui était très fort, puis un +1 à la touche. Là, on a une capacité un peu comme le Votan, mais pas exactement parce que là, on va pas débuffer l'adversaire, on va se buffer nous. Ce qui est plus facile, hein. Ce qui est plus facile. Et du coup, ça va orienter quelle unité on va avoir buffer. Donc, est-ce qu'on va se dire, est-ce que je veux quelque chose qui va aller très vite, donc j'ai besoin de bouger vite pour scorer, ou est-ce que j'ai besoin de stabiliser les attaques de mon armée. Et c'est comme ça qu'on va étudier les datasheets parce que ça va jouer énormément sur l'ADN de l'armée. Yes, en plus de ça, vous le verrez, mais dépendamment des unités qui vont être renforcées, elles vont avoir des bonus supplémentaires, notamment sur l'usage des stratagèmes. Pour maintenant parler de la règle de détachement, ils ont en plus fait un petit clin d'œil à l'ancien gros détachement qui était le raid, qui était le pillard de l'espace réel. En gros, la règle dit que si dans votre armée vous avez au moins un archon, vous gagnerez 1 point au début de la partie. Si vous avez au moins une succube, vous gagnerez 1 point en début de partie. Si vous avez un émoncule, vous gagnerez alors un 3e point ou un point tout seul si vous avez que lui. C'est cumulable. C'est-à-dire que dans une partie à 2000 points, on va déjà commencer par 3 tokens. Et si on met ces 3 personnages, donc un archon, une succube et un émoncule, même si on double les archons, ça compte quand même pour 1. Ça ne compte que pour 1. On aura 6 points de tokens de renforcement par la douleur. On va maintenant enchaîner avec les stratagèmes. On rappelle qu'on commence la partie à 0 PC et qu'on en gagne 1 au début de chaque tour. Donc il y a 2 tours dans un round de bataille, vous allez donc en avoir 10 pendant la partie. Et la seule occurrence pour pouvoir gagner des points de commandement en plus de cela, c'est une amélioration qui se fera sur un archonte seulement. Donc globalement, on n'est pas sur une armée qui va non plus être très généreuse en termes de points de commandement. On va commencer par le premier qui est la réaction de vif argent. Il vaut 1 PC, ça va s'utiliser à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. On va choisir une unité de Drukhari qui a été au moins la cible d'une attaque. Et tout simplement, elle va avoir -1 pour être touchée. Attention, ça ne peut pas s'utiliser sur une unité qui sera une coterie. Exactement. Ça, c'est un stratagème qui est connu depuis plusieurs versions.
Le fait que les Eldar soient super agiles, oui. Comme toi. C'est super agile. Il est très Pied agile. On appelle pied agile. Évidemment, les coteries sont quand même des masses de chair plus lentes, donc ils peuvent pas bénéficier de ça. Pour un CP, c'est très situationnel, mais il y a des moments où on a envie de gagner ce palier, de passer de 3+ à 4+, ça peut être utile. Vu la V10, on a quand même beaucoup plus d'habilité de tir pour certaines armées, donc ça va être situationnel, mais c'est toujours bien de les avoir. Yes, il y a certaines armées qui vont juste pas aimer, hein. Vous voulez être sûr de pas vous faire toucher. Alors, contre un taux c'est plus compliqué, mais même contre un orc, le faire de passer de touche 4 ou 5, ou surtout de 5 à 6, c'est divisé par 2 son nombre de tirs. Exactement. Même contre un taux, hein. Si on n'est pas guidé, il a les malus, il perd la CT, donc ça peut vraiment jouer, dire oui, j'ai une arme force 16, PA-4, blessure dévastatrice, mais si tu touches pas, tu ne me laisses pas. Ensuite, on va avoir l'alliance d'agonie, il vaut 1 PC, on va l'utiliser au début de n'importe quelle phase, et on va cibler un archonte, une succube et un émoncule, et tout simplement on va défausser un seul pion de souffrance, et les 3 unités vont être buffées. La seule restriction, c'est qu'il faut que les 3 soient bien présents dans votre liste, et aussi toujours vivantes, parce qu'en fait c'est binaire, soit on les buffe les 3, soit on les buffe pas du tout. Exactement. On a 2 facteurs, on a les CP, qui sont précieux, et on a les tokens qui font full roll qui sont aussi précieux. On va voir comment on peut les générer en tuant les unités, etc. Mais le fait d'avoir pour un token pouvoir buffer 3 unités, souvent que c'est 3 leaders, donc ils buffent aussi leur unité, c'est une mécanique qui est intéressante parce que en fait ça va nous donner, au lieu d'avoir 3 tokens, on utilise un token, donc oui, c'est bien. Et on verra après qu'on peut même économiser ce token là et que les CP utilisés pour ce stratagème. On va tensionner avec donc les optimisations. Les optimisations, c'est l'équivalent des anciennes reliques et traits de seigneur de guerre. Elles sont nombre de 4 dans l'intégralité des index, mais vous pouvez en acheter un maximum de 3. Elles se mettent sur des personnages qui sont pas des héros épiques, sous-entendu pas des personnages nommés. Le premier, et celui qui est lié justement à ce stratagème, c'est Stratège Implex, puisque lui, il va coûter 30 points, ça va pouvoir être mis uniquement sur un archonte. Par contre, à chaque fois qu'on va choisir l'unité du porteur comme cible d'un stratagème, il va pouvoir jeter un D6 et sur un 4+, il récupérera ce PC. Or, quand il l'utilise sur ce stratagème qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire le fait de le répliquer sur un archonte, une succube et un émoncule, alors il a +3 au jet de dés et donc il le récupère automatiquement. Donc ça, évidemment, c'est un buff gratuit. Donc si on joue l'ADN de l'armée avec les 3 cabales, cultes et coteries et qu'on veut utiliser ce token-là et on le fait gratuitement, buff gratuit, moi je prends. Hein. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas intégrer dans une liste, c'est-à-dire est-ce que tu vas partir de cette structure d'armée où à chaque fois tu vas avoir au moins un personnage de chaque type et certainement l'unité qui va le rejoindre? On verra qu'on n'a pas d'agent solitaire dans ce codex-là. Du coup, on a des chefs d'unité. Donc le fait de se dire, un chef d'unité tout seul, il va mourir. Donc il faut qu'il soit accompagné et on verra qu'il y a des interactions fortes entre le chef d'unité et l'unité. Donc je pense qu'il y a un bénéfice à justement avoir un émoncule et son unité de Gorgone, une succube et son unité de Witch, et un archon et son unité de Kabbalite. Ensuite, on continue dans les stratagèmes avec Insensible. C'est celui-là qui va coûter seulement un PC. Il va s'utiliser à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. On va pouvoir choisir une unité coterie qui est au moins la cible d'une attaque. Et alors, elle va avoir -1 pour être blessée jusqu'à la fin de la phase. Oui, ça... Un PC, c'est golden. Ça, pour un PC, je trouve ça très très fort. On a parlé du -1 touche, mais il y a beaucoup de mécaniques dans le jeu qui permettent de relancer les touches. Relancer les blesses, à part certaines factions, c'est beaucoup plus rare. Et on verra après que les unités coteries ont une endurance un peu plus forte. Donc ça va être ou des armes qui vont spammer la force 4, 5, 6. Donc ils vont déjà blesser à 5 ou plus. Le fait de mettre un -1 wound, ça veut dire qu'on va être blessé à 6. Et là, on augmente la résistance de nos coteries de manière assez exponentielle. On continue avec le stratagème. Je vais le lire bêtement, fondé sur les faibles, il vaut un PC, on va l'utiliser à votre phase de tir, on va pouvoir l'utiliser sur une unité de votre armée qui est Cabale et qui est aussi en dessous de sa demi-force, c'est-à-dire qui est en dessous de la moitié de ses effectifs, alors jusqu'à la fin de la phase, elle va pouvoir relancer jet de blessure. Relancer les jets de blessure, c'est rare. C'est devenu très rare, on va dire. Donc ce stratagème est très fort. Néanmoins, on verra qu'il y a des mécaniques avec l'archonte qui permettent déjà de reler les blessures, donc ça sera très rare qu'on utilise ce stratagème-là, sauf des cas où on spam les cabales et qu'on ne pourra pas toujours accompagner notre pack de cabales d'un archonte. Ensuite, on va avoir des poches d'acrobatie, il vaut un PC, on va l'utiliser à la phase de charge, unité du culte Seras de votre armée. Alors elle sera éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a battu en retraite ou avancé. Alors l'advance charge, c'est rare et c'est très fort. Maintenant, il faut savoir qu'historiquement, ce stratagème-là était plus générique, déjà sur toutes les figurines Eldar. D'ailleurs, dans le codex Eldar, vous avez dû voir que c'est encore disponible. Toutes les unités pouvaient désengager et charger. Maintenant, c'est plus que le Witch Cult. Vous pouvez même désengager, charger et tirer. Le fait que ce soit plus que le Witch Cult
ça crée une certaine frustration, parce que ça enlève des mécaniques de jeu sur les cabales et les émoncules, qui aiment bien aller au corps à corps, désengagé, chargé. Le désengagé et chargé, pour les Witch c'est très fort. Maintenant, est-ce que ces unités ont assez d'impact s'ils advance et charge, désengagé et charge, ou ils seront plus utilitaires, on le verra après dans les tâches. Ensuite, stratagème ultra structurant, il est assez cher, celui-là il vaut 2 PC, c'est le seul, frapper et disparaître, ça va s'utiliser à la fin de la phase de tir, on va choisir une unité Drukhari, quelle qu'elle soit, sauf une unité Aerodim, donc les volants, alors elle va pouvoir faire un mouvement normal, donc un mouvement entier, c'est assez fort. La restriction, c'est qu'elle ne sera bien évidemment pas éligible pour charger, et que même si c'est un mouvement normal, elle n'est pas éligible pour re-rentrer dans un transport. La grosse différence qu'on a eu par rapport à V9, c'est que c'était limité en pas, maintenant c'est un normal move. Les Eldar sont agiles, donc ils peuvent déplacer souvent. Pieds agiles. Donc ils peuvent souvent se déplacer de plus de 7, 8, 10 ou 14. Un ravageur, ça bouge de 14. Le fait d'arriver en frappe en profondeur, tirer et se redéplacer de 14 derrière un mur, c'est priceless. Maintenant ça coûte 2 CP. On voit qu'on a du mal à générer les CP, donc il faut l'utiliser à bon escient. On retourne maintenant dans les optimisations. Il nous reste à voir le creuset de malédiction. Celui-là c'est le moins cher, il vaut que 10 points. On va pouvoir le mettre sur un émoncule. Et une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase de tir, le porteur peut utiliser cette optimisation et dire que toutes les unités ennemies à 12 pouces ou moins de lui va devoir faire un test débranlé avec un balus de -1. Et si c'est une unité psycheur qui rate ce test, petit bonus des 3 blessures mortelles. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas cher. Déjà c'est pas cher, c'est 10 points. Et souvent, quand on veut faire des listes, on est toujours à avoir du mal à faire un chiffre rond à 2000. Donc, ces 10 points, c'est pas cher. Maintenant, c'est quand même situationnel. C'est que sur un émoncule. Donc, on va avoir des situations de jeu, peut-être plutôt dans l'univers tactical, parce qu'on va pouvoir scorer en fin de tour, où on a envie que les unités qui sont sur l'objectif soient à contrôle 0. Donc, c'est situationnel, ça dépend des armées. Néanmoins, il peut y avoir des situations où ça peut rapporter beaucoup de points. Yes, j'aime bien ce que tu dis. Il faut rappeler en fait qu'aujourd'hui, que les tests d'ébranlement pendant le tour inverse, en fait, malheureusement, ont eu un impact limité. Parce que vous êtes, bien évidemment, contrôle d'objectif 0, sauf que, en général, dans les scénarios habituels, vous allez marquer des points à la fin de votre phase de commandement. Or, derrière, vous êtes plus ébranlé au début de votre phase de commandement. Donc, ça ne sert, en général, que à priver l'adversaire de l'usage de stratagèmes. Mais tu as raison, en effet, il y a certaines cartes qui vont vous demander d'aller prendre des objectifs ou des points, et ça se comptera à la fin de votre tour. Donc là, ça peut être très intéressant. Ensuite, on va avoir la danseuse sanglante. Ça ne va s'appliquer que sur une succube. Il vaut 20 points. On va tout simplement améliorer de 1 la caractéristique d'attaque et de pénétration d'armure des armes de mêlée du porteur. Et si jamais l'unité du porteur est renforcée, sous-entendu, elle est sujette à un petit pion de souffrance, alors ça sera plus 2 à ces 2 stats. Il faut savoir que la pénétration d'armure est quand même rare sur les armes de CAC maintenant en V10. Tout a été baissé. On verra le profil de la succube après, mais c'est très appréciable d'avoir ce boost en plus. Est-ce que ça vaut ces 20 points? Je suis pas sûr. Il faut se dire qu'il faut vraiment avoir une orientation particulière. Mais c'est quand même appréciable de pouvoir booster une figurine qui a baissé en puissance par rapport à la V9. Yes. Et ben tu sais quoi, même question. On va maintenant voir le dernier, c'est-à-dire l'art de la souffrance. Il vaut 25 points. Et figurine Drukhari seulement, à votre phase de commandement, si le porteur est sur le champ de bataille, vous gagnez un pion de souffrance. On va donc avoir cette espèce de ferme à point de souffrance. Mais 25 points, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais toute la mécanique d'armée tourne autour de cette reroll des touches. Et quand on peut booster ces unités avec des touches soutenues, des touches fatales, on verra qu'on a envie de pouvoir farmer ce token-là. Moi, je trouve cher, mais en réalité, quand on n'a plus de tokens, l'armée perd de sa létalité. Donc on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de stable pour farmer ces tokens-là. On va maintenant rentrer dans le dur de l'armée en regardant les fiches profil. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'archonte. Avant ça, je vais faire un petit disclaimer. Aujourd'hui, on est dans un jeu où pour gagner ou perdre une partie, c'est pas forcément en tuant son adversaire, mais c'est vraiment avec des points de victoire. Or, en 2 modes de jeu, on va avoir le fait de choisir 2 objectifs fixes ou de tirer à chaque fois des cartes. Et aujourd'hui, on voit déjà une prédisposition de certains joueurs à choisir systématiquement 2 objectifs fixes qui sont le fait de tuer des personnages. Et à chaque fois qu'on tue un personnage, on va marquer 4 points de victoire. Et pareil, deuxième objectif qu'on va sélectionner, c'est le fait de détruire des véhicules, ou même le véhicule avec très peu de points de vie va rapporter tout de suite 2 points. Donc ces objectifs secondaires sont chacun sur 20 points. Donc dès qu'on va avoir 5 personnages et qu'on va les exposer, on peut potentiellement dire à son adversaire, bah tu vois c'est évident comme choix, tu peux marquer 20 points de victoire. Donc on va commencer là par l'archonte, mais si tu peux aussi nous aiguiller en disant bah ça c'est fort, mais on va peut-être se limiter, en tout cas dépendamment du format Grand Tournament qui est justement la saison des cartes. Là on est en saison Léviathan et on a justement ces 2 mécanismes là. N'hésite pas à nous le dire sur bah ça c'est fort, mais on va se limiter à 1 parce que c'est très séduisant, mais au bout d'un moment faut lever le pied parce que sinon notre adversaire va nous battre. Oui, exactement. En fait, on va vouloir composer sa liste d'armées en disant qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus puissant pour apporter cet équilibre et cette létalité. Mais quand on rentre dans un contexte party, on n'a pas envie de donner des points gratuitement à l'adversaire. C'est-à-dire, peut-être que j'aime avoir que des véhicules,
Mais si dès que je pose mes figurines sur la table, la personne me dit bah je vais mettre 20 points, bah tu peux dire bah peut-être je vais me limiter en véhicule. C'est la même personne la même cas pour les personnages. On a envie d'en avoir 3, est-ce qu'on a envie d'en avoir 4, 5, ça crée des risques. Et là où on va voir que l'ADN de l'armée va être d'être mobile et d'arriver à faire un scoring plutôt tactique, ça veut dire qu'on va devoir exposer nos ressources. Donc on n'a pas envie forcément de les sacrifier. Déjà c'est trop cool ce que tu dis, le fait de jouer avec les cartes, c'est carrément plus stimulant intellectuellement, les parties se ressemblent moins, donc franchement c'est trop cool. On va commencer, comme je disais, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'Archonte, il vaut 85 points, lui c'est une unité meneuse qui peut rejoindre soit des guerriers cabalites, soit une cour de l'Archonte. Tu nous en parleras tout à l'heure. Déjà, de base, il va avoir chef suprême qui fait que tant que cette figurine mène une unité, alors elle va pouvoir relancer jet de blessure de 1. Et si cette unité est dite renforcée, sous-entendu on lui a donné un petit pion de souffrance, ça sera l'intégralité des jets de blessure, tir et corps à corps qui pourrait être relancé. Deuxième aptitude, c'est le génie perfide, c'est l'équivalent de son seigneur Vect, qui est le chef des Drukhari, qui va dire qu'une fois par bataille, quand son adversaire va déclarer l'usage d'un stratagème, on va lui dire bah tu vois là, il a eu un coup en PC, si tu le réussisses pendant la partie, tu vas ajouter 1 au nombre de PC que tu devras dépenser. Pour moi c'est une unité auto-inclue déjà pour l'aura de l'Archon. Et le fait est que la relance des blessures est rare en V10, donc c'est vraiment un booster, un multiplicateur de dommages pour l'unité. Donc je pense que ça c'est très fort. Le fait que ce soit renforcé, ça fait reroll des blessures en entier. Top. Le Vect, le fait d'avoir des régènes CP est quand même assez rare en V10. Quand on joue sur des mécaniques qui tous les tours vous disent bah moi je mets 1 CP, tu as moins 1 dommage, moins 1 CP, tu as moins 1 wound, moins 1 CP, tu ne peux pas me cibler à 12 et dire bah maintenant c'est 2 CP, donc tu vas faire rien d'autre. Ben ça c'est extrêmement fort. Yes, on a aussi un stratagème générique qui est le fait d'arriver à la phase de renfort adverse. Quand la personne a un plan de jeu pour le faire quasiment tous les tours, bah là lui dire bah non Coco, tu le feras au mieux que 2 tours ou 1 tour, ça change quand même vachement de la lisibilité qu'on va avoir sur la table. Avant de terminer sur l'Archonte, deux choses. La première c'est qu'il a quand même une sauvegarde invulnérable à 2+, mais qu'il ne peut jamais le relancer et qu'à partir du moment où il l'a raté une fois, elle disparaît. Et aussi, je voulais te poser la question, pour la partie Cabal, historiquement c'était des armes dites empoisonnées qui blessaient un type d'unité, donc tout sauf les véhicules et les monstres, sur du par exemple 2+. Là on découvre le pistolet éclateur et notamment la lame disséquante qui sont infanterie 3+. Qu'est-ce que tu penses de cette règle? C'est déjà très fort d'avoir des anti, parce que les anti, on verra pour d'autres mécaniques, permettent de proquer des blessures dévastatrices d'autres choses. Mais là où l'empoisonné était anti quasiment tout sauf les véhicules, maintenant il n'y a que anti-infanterie. Et en fait, ça réduit beaucoup l'ADN de l'armée à être vraiment de l'anti-infanterie, alors que des fois les monstres, les motos, les montées, c'est des choses que on a beaucoup plus de mal à tuer en fait. Et c'est une sorte de nerf. On va enchaîner ensuite avec l'unité phare des cabales, c'est les guerriers cabalites, c'est une unité de ligne. On est à 120 points les 10, on ne peut absolument pas changer les effectifs d'unité. On vous rappelle que néanmoins si vous voulez en mettre moins sur la table, vous pouvez, mais vous devez payer à chaque fois les 10. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà c'est un petit corps qui va bouger de 8 parce qu'ils ont les pieds agiles. Ils vont avoir une endurance de 3, une sauvegarde à 4, ils vont avoir une invulnérable à 6 quand même, un point de vie, commandement de 6 qui est plutôt pas mal dans cette 10e édition, et surtout contrôle d'objectif 2. On est quand même à 12 points la figurine. Ils vont avoir comme aptitude pillard sadique qui fait qu'ils vont avoir le fameux sticky objectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont contrôlé un objectif, ils peuvent s'en aller et il restera à vous. Là où pour le coup l'unité devient intéressante, c'est que vous allez pouvoir avoir jusqu'à 4 armes spéciales. Par contre attention, vous n'avez pas le choix de ces armes là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre 4 fois la même. Par contre, ça nous permet aussi de découvrir l'arsenal. Et il est très fort. On va commencer bien évidemment par l'iconique lance des ténèbres. Déjà elle est lourde, ça fait que si vous n'êtes pas déplacé ou que votre véhicule ne s'est pas déplacé, vous allez avoir plus 1 pour toucher. De base ça touche à 4, c'est force 12, PA-3, dégâts D6+2. Vous allez aussi pouvoir avoir un dislocker, par contre lui il est assaut, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger et faire un mouvement de type avance et quand même pouvoir tirer. Là pour le coup on touche à 3, force 8, PA-4, dégâts D6+1. Un lacérateur qui est assaut et torrent, donc vous allez pouvoir faire un jet d'avance et quand même pouvoir tirer. Et en plus de ça, torrent, vous touchez automatiquement. De force 6, 100 PA, dégâts 1 pour D6 touches. Et enfin, le canon éclateur, qui va être une arme lourde, qui va faire 3 tirs, mais qui a touche soutenue. Sous-entendu, dès que vous faites une touche critique, vous rajoutez une petite touche. Et derrière, elle va être infanterie 3+, ou force 3, PA-1, dégâts 2. Qu'est-ce que tu penses de cette unité et surtout de cet arsenal? Alors déjà, le fait de pouvoir avoir toutes les armes déjà incluses dans le coût d'unité, c'est très bien. Le fait que le pack de Cabalite coûte 120 points, c'est un peu cher pour la figurine. S'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment très cher. Je trouve que c'est bien parce que ça donne une versatilité
pour le type d'unité, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche dans Drukhari, de pouvoir être adaptable sur tout? On a vraiment envie d'avoir des unités vraiment plus spécialisées. C'est commun, hein, je pense à Warhammer 40 000, les unités qui sont trop polyvalentes, elles coûtent trop cher puisqu'on paye tout. Là où des unités très spécifiques, qui en plus parfois a une faible endurance, on les paye pas cher, et donc comme ils ont un rôle très précis, on aime. Même de manière fluff, tu imagines la personne qui a sa Dark Lance qui a envie d'être loin et tirer, et son copain dit bah j'ai le lance-flamme là, viens. Ou l'inverse, dit ah je crame au lance-flamme, mais je dis oui mais moi j'ai pas de Dark Lance. C'est ça un petit peu qui peut poser problème, mais de fait c'est qu'une unité, si on la réajoute avec l'Archon, du coup on roll les 1 pour blesser ou full relance des blesses, là ça devient quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus intéressant. Ça pourrait aussi paraître compliqué de se dire que bon, on va avoir plein d'armes spé, il va falloir les définir dans l'unité, ainsi de suite. Les Drukhari sont dotés en fait d'un excellent transport qui est le saccageur, qui vaut entre guillemets 90 points, qui a 11 places, qui est un véhicule qui a énormément de postes de tir aussi. Donc en fait on va pouvoir tirer directement depuis le véhicule et surtout mesurer et voir les champs de vision depuis n'importe quel bout de plastique de la figurine. Exactement. En fait, un cabalite à pied, c'est souvent un cabalite mort, donc ils aiment bien être dans leur saccageur. Surtout la forme du saccageur permet d'avoir des angles de vue autant de l'arrière que de l'avant que de la voile. Donc c'est vraiment un plus et même une obligation en soi d'avoir des cabalites dans un raider ou un autre transport. Toujours dans cette grande famille de cabales, on va maintenant passer à la cour de l'Archonte. Ici, elle vaut 95 points. On ne peut absolument pas la customiser. Elle va être livrée de base avec une Laménéenne, une Médusae, une Thief, un Slip et une Urgoul. À chaque fois, ils vont apporter un buff tant qu'ils sont en vie dans l'unité. Sous-entendu, la Laménéenne va donner touche fatale à cette unité. La Médusae va dire que une unité qui aurait été touchée par la cour, alors va devoir faire un test d'ébranlement. Le slip va donner -1 au jet de blessure et le Urgoul va donner combat en premier. Petite particularité, si une unité de guerrier Kabbalite est menée par un archonte, alors vous allez pouvoir mêler cette cour à cette giga unité qui passera donc de 10 pour les Kabbalites à 11 avec l'archonte à 15 avec la cour. Qu'est-ce que tu penses de cette unité? Et au pire, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la joues? Alors déjà, la particularité qu'on avait en V9, c'est qu'on pouvait choisir combien on voulait de chacune des unités. Donc on avait tendance à spammer les deux unités qui avaient 3 PV et qui avaient le Philopane à 5+, insensible à la douleur à 5+. Maintenant c'est fixe, c'est-à-dire qu'on a 4 accompagnants et qui donnent chacun un buff. Le cours de l'Archon pris tout seul, ça paraît pas exceptionnel pour 95 points. Maintenant, quand on a joint à l'Archon et la Cabale, ça donne une unité qui a quand même qui cumule beaucoup de buffs. Et le fait d'avoir touche fatale sur 15 figurines, ça commence à être assez fort. On n'oublie pas qu'on peut relancer les touches entièrement grâce à renforcer. Donc renforcer plus touche fatale, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. Le slip, en plus d'avoir du style, il donne -1 bless sur toute unité. C'est super rare, mais c'est exceptionnel. Le seul défaut de l'unité, c'est qu'il passe à 15. Donc on peut plus l'embarquer dans un saccageur, donc il faut être à pied, ce qui est un gros risque parce qu'il est fragile. Néanmoins, le transport Tantalus Forgeworld des Drukhari permet d'embarquer 16 figurines. On a 15 figurines, un transport à 16, moi je pense qu'il y a quelque chose. Cette unité coûte à peu près 230 points, et on y viendra après, qui peut être très intéressant. Yes, mais est-ce que tu as envie d'être dans le même transport qu'un mec en slip? Vas-y, rebondis, vas-y, réponds à la question. Il faut savoir que ce transport est open top, donc les slips sont apparents. On va où? Direction Caborag. On change de famille, on met un slip et on va passer maintenant du côté des cultes Sérast. J'ai tendance à passer au string, moi. c'est vrai. Et bah, d'ailleurs, on va passer à la petite culotte. Exactement, on va passer donc allez mon cul. Non. on va passer. On monte mon cul. On va maintenant passer à la succube. Elle, c'est une figurine donc leader qui va pouvoir rejoindre uniquement les Sérast. Elle vaut 70 points. Elle va donner tempête de l'âme à l'unité qui fait qu'ils vont avoir touche soutenue. Un jet de touche critique fera une touche supplémentaire et aussi drogue de combat qui fait que si l'unité de cette succube est renforcée donc par un petit pion de puissance, elle va avoir l'aptitude combat en premier. Sinon de base ça bouge de 8, endurance de 3, sauvegarde à 6 mais invulnérable à 4, derrière commandement de 6, OC 1 bien évidemment, et au corps à corps ça va quand même avoir une arme de succube qui va faire 6 attaques, qui va toucher à 2, force 3 seulement, PA moins de dégâts 1, mais infanterie 3+. Qu'est-ce que tu penses de cette petite succube? Par rapport à la succube qu'on avait en V9 qui était hyper forte. Elle a fait me faire arrêter de jouer mec. En fait, ce qui m'embête, c'est que déjà, elle est obligée de rejoindre une unité pour être létale et apporter quelque chose. 6 attaques, c'est quand même limité, qu'on fait dommage 1. Même si on est anti-infanterie. En fait, si on tape pas sur l'infanterie, on va faire pas grand-chose. En fait, si on la joue sans unité, je vois pas de monde auquel elle a un intérêt réellement. Le combat en profit est fort, mais vu que les Séras sont fragiles,
C'est-à-dire qu'on va devoir attendre derrière un mur de se faire attaquer et espérer qu'on n'ait pas de tir sans ligne de vue. Le combat en premier, je rappelle, est très fort puisque aujourd'hui la phase de combat est ainsi faite. Si jamais vous êtes à égalité en termes d'initiative que votre adversaire, c'est lui qui va commencer à taper. Quand vous chargez, vous débloquez automatiquement le combat en premier. Ça veut dire que normalement vous êtes tranquille. Mais donc si vous chargez, donc tu es le joueur d'Okari, je suis un autre joueur. Si c'est moi qui charge, je gagne frappe en premier. Sauf que si tu l'as nativement, tu reçois la charge et tu as quand même tapé en premier. Donc Exactement. c'est quand même très fort pendant le tour adverse. Ensuite, on va passer au personnage nommé qui est son équivalent, c'est Lilith Esperax. Attention, je précise que comme elle est héros épique, elle n'est pas sujette aux améliorations qu'on a vues tout à l'heure. Elle va coûter 105 points. Elle va pouvoir rejoindre aussi uniquement les Sérastes. Elle, nativement, elle a combat en premier. Elle, quand elle lit l'unité, elle va avoir épouse de la mort qui fait que l'unité va avoir plus 1 en force et plus 1 à la PA. Et aussi, spectacle palpitant. Et on comprend pourquoi, puisque une fois par partie, elle va pouvoir passer à 12 attaques et une sauvegarde invulnérable à 3, puisque elle a tout le temps une invulnérable à 4. Et au corps à corps, elle va quand même balancer 8 patates qui vont toucher à 2, de force 3 certes, mais qui vont être anti-infanterie 2+, de PA -2, dégâts 1, et elle est touche soutenue 2, ça fait qu'à chaque fois qu'elle va faire une touche critique, ça ne sera pas une, mais 3 touches. Quand on a 12, ça envoie. Très bien. C'est vraiment 12 attaques. Faut la renforcer. Faut dire on va la renforcer via la lance en agonie ou via juste un token pour elle. Donc on a 12 attaques. En touche soutenue 2, si on la renforce, ça va être full au rôle des touches. Anti-infanterie 2, normalement si elle va dans un pack de quelque chose, elle en fait des petits copeaux. Elle booste les Sérastes, mais en fait elle quasiment s'autosuffit elle-même parce qu'une fois qu'elle est en 3+ invulnérable, 12 attaques, et en fait elle va arriver, elle va avoir un impact et puis après il va falloir la gérer ou la tuer. Certes, elle va pouvoir mourir à la phase de tir adverse, mais si elle a fait son job, c'est très bien. Après les succubes, on va découvrir leurs chaussons, c'est-à-dire l'unité de Seras. Elles sont jouables que à 10 à 110 points, soit 11 points la figurine. Derrière, on va avoir l'aptitude pas d'échappatoire qui est que à chaque fois qu'une unité ennemie tente de faire un mouvement de désengagement de cette unité, là, si ça n'est pas un monstre ou un véhicule, alors quoi qu'il arrive, elle devra faire une fuite désespérée. On rappelle, la fuite désespérée, normalement, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir passer à travers des figurines ennemies. Et donc, vous devez jeter un dé pour chaque figurine, alors contre eux, qui va tout simplement désengager, donc chaque figurine de l'unité. Sur du 1-2, elle sera retirée comme paire. Et là, il y a un bonus qui est que si l'unité ennemie est en plus de ça ébranlée, alors ça sera sur du 1, 2 et 3. Ensuite, ils vont avoir, en mouvement de 8, endurance de 3. Un point de vie au C2, puisque c'est une ligne, donc pareil, vous n'êtes pas limité à 3 unités. Vous allez avoir ensuite une sauvegarde invulnérable à 6 et à 4 au corps à corps. Et vous pouvez, si vous le voulez, changer l'arme du sergent d'unité pour avoir le mot-clé grenade et donc être sujet au stratagème générique qui, pour un PC, va vous permettre de faire des blessures mortelles. Et au corps à corps, je vais juste préciser, parce que c'est une unité qui normalement ne fait que du corps à corps, on va avoir les lames d'Ekatiri qui fait que chaque figurine va faire 3 attaques de force 3, PA -1, dégâts 1. C'est un peu court, monsieur Force 3. 3 attaques Force 3 PA-1, c'est un peu court. T'as beau avoir des pieds agiles. Ouais, t'as beau avoir des pieds agiles, t'as besoin de la copine qui les booste. Donc oui, je vois pas un monde où on joue les Sérastes sans déjà avoir une succube ou Lilith. Elles sont chères. Et en fait, elles apportent plus de létalité en dehors des actions qu'elles font que dans les actions qu'elles font. Je m'explique, c'est-à-dire que le stratagème grenade va faire des mortal wounds. Le stratagème fuite désespérée va pouvoir créer de la létalité. Mais c'est limite plus que quand ils vont charger et essayer de tuer quelque chose. Et le 4+ invulnérable est très fort, mais avoir un 6, ça ne suffit pas. Donc je pense que c'est plutôt une unité qui va débarquer, pouvoir faire un mouvement d'avance et charger, faire ce qu'elles peuvent avec des mortal wounds sur une grenade et mourir. Comment est-ce que tu les vois jouer? Est-ce qu'elles, pour le coup, tu les vois forcément en renfort pour pouvoir arriver via un stratagème dans la phase de mouvement adverse? Est-ce que tu les vois finalement qu'en renfort pour arriver à 6 pouces et tenter une charge et tant mieux si ça passe? Ou est-ce qu'il faut un chausson et donc un saccageur? Je pense qu'on n'a pas de stabilité de charge quand on n'arrive pas en les renforts. Donc un rôle de DA9 sur 2D6 n'est pas stable. On est obligé de les mettre dans un saccageur, on verra plus tard un Venom. On continue dans les Sérastes, mais cette fois-ci on va parler des Sérastes qui surfent, c'est-à-dire les Élions. Elles sont jouables de 5 à 10, 110 points par tranche de 5, donc 22 points la figurine, 220 le pack de 10. On bouge de 14, on a une endurance de 4, on a 2 points de vie, on a un commandement de 6, on est au C1. Derrière, on a une sauvegarde à 5, mais on a une invulnérable à 6. On peut désengager et ou tirer à un tour. On a battu en retraite. Derrière, au corps à corps, chaque figurine est équipée d'une vouge qui va faire 3 attaques de force 4, PA-1, dégâts 2. C'est comme du dégât 2 accessible, donc pour ça c'est pas mal. On va peiner de la force 4. Et derrière, au tir, on va être équipé de modules éclateurs qui va être infanterie 3+, assaut et jumelé. Ça fait que chaque figurine va faire 2 tirs de force 2, mais donc 3+, relance les blessures, PA0, dégâts 1. Exactement. Cette unité, moi je l'aimais beaucoup en V9.
parce que on avait la capacité de bouger de 14, plus faire un jet d'advance et charger. Là où c'est compliqué maintenant, c'est on peut faire ça dans certains cas avec un stratagème, mais l'unité étant fragile, on est obligé de la mettre derrière un décor et elle est montée. Donc c'est-à-dire pour sortir du décor, on doit faire le tour, on doit compter le mouvement pour passer au-dessus. Donc ça limite vraiment je rappelle, excuse-moi, que le mot-clé vol maintenant vous permet tout simplement de mesurer les distances avec les décors en diago, mais vous les ignorez pas. Ça veut dire que j'en sais rien, vous avez une rune de 9 pouces, vous allez dépendamment de vous êtes faire Pythagore et faire en haut, en bas. Et donc vous perdez quand même pas mal de moves. Donc souvent c'est mieux de tourner. Et puis on va rester en haut parce que on pourra pas sur l'autre côté. Donc je les trouve un petit peu limite, surtout à 110 points. J'aurais aimé qu'elle descende dans les 80, 90 pour en faire une unité qui soit utilitaire, situationnelle, où on peut faire du scoring avec. Là, elles sont dans un module où je les vois pas vraiment être jouées. Alors, je suis d'accord. Là où ça confirme ce que tu dis, c'est que les Élions, donc elles sont jouables à 5 pour 110 points. Ça fait donc 5 points puisque c'est OC1. Donc 5 points sur un objectif. On rappelle qu'on a le stratagème qui permet de faire un mouvement après avoir tiré. Donc elle bouge potentiellement de 28. Déjà, c'est une des rares unités qui, dès le tour 1, si vous tirez la carte derrière les lignes ennemies, donc vous êtes capable de le faire pour 2 PC. Donc encore faut-il être joueur 2, tour 1. Mais le fait est qu'il y a un monde dans lequel ça marche. Le souci entre guillemets, c'est que dans ce rôle-là, les motos sont meilleures en tout point puisqu'elles coûtent 75 points et elles sont au C2. Donc 3 motos, ça sera au C6. Pour moins cher, on va avoir un meilleur contrôle d'objectif. Exactement. Et en fait, le placement des Élions en début de partie va beaucoup jouer sur la capacité de scorer. Et si on n'a pas le T1 ou si on n'a pas la bonne carte tactique ou le bon événement, en fait, on va se retrouver avec un poids qui coûte des points dans l'armée. On va donc vous présenter les motos Serras, ça s'appelle les écumeurs, c'est jouable de 3 à 6, 75 points les 3, 150 points donc les 6, ça bouge de 16, endurance de 4, sauvegarde à 4, invulnérable à 6, 2 points de vie, commandement de 6, OC 2. Donc c'est les meilleures motos du jeu par rapport à tous les combos dont on n'arrête pas de parler, notamment ceux des Space Marine où on arrive pendant le tour adverse, on bouge de 14, on peut faire une advance auto si on était rejoint par un personnage. Là c'est même encore meilleur. Alors on est en mousse, c'est vraiment de l'unité one shot. Mais la personne n'importe où sur la table, elle ne peut pas laisser un Rhino ou un OC5, ce qui est quand même très bon sur un objectif, parce que là on va lui voler quasi systématiquement. Et comme en plus vous n'aurez pas chargé, vous ne serez pas sujet à une intervention héroïque, vous serez sujet à tous les tirs en état d'alerte, mais à avoir dépendamment du séquencement et ainsi de suite. Le fait est que là on bouge de 16, on est sujet au stratagème qui vaut 2 PC, qui pourrait avoir tiré, va vous permettre de rebouger, donc c'est une unité qui bouge potentiellement de 32 au C6. Juste pour ça, je trouve qu'à 75 points, ça rend l'armée mais versatile, je trouve ça super intéressant quoi. Oui, même plus que ça parce que tu peux advance et refaire un en mouvement. L'avantage c'est qu'elle est 3 unités, donc c'est 75 points, elle sera très utile, il y aura plein de combos où tu pourras scorer avec, et en plus elle a une lance qui est melt à 3, donc qui est force 14, PA -4 D6, melt à 3, donc on peut clairement stablement faire 6 PV à quasiment tout. Ouais. Et ça c'est pas mal, parce que pour se placer et essayer de faire ça sur un opérateur indépendant, c'est quand même bien. Donc moi je pense qu'il en faut. Rien que pour la capacité de scoring, si vous jouez en carte tactique, elle va être utile. On change de famille et on va du côté des coteries. On va commencer par l'Hémoncule, qui a un slip, pour le coup. Lui, il vaut 75 points. C'est une unité meneuse qui peut rejoindre uniquement les Gorgones, les Vrax. Nativement, il va avoir un insensible à la douleur à 5, mais surtout, tant qu'il mène une unité, les figurines de cette unité ont un insensible à la douleur à 4+. C'est quand même assez fort. Il va ensuite avoir Peur incarnée, qui est une aura qui fait tout simplement que les unités ennemies à chaque test d'ébranlement auront un malus de -1. Et après, il a quand même une petite arme assez intéressante, soit au tir, soit au corps à corps, parce qu'en fait, à chaque fois, il va être précision et anti-infanterie 2+, en étant payé à -1 dégâts D3. Le fait de pouvoir passer les vracs, les gorgones, de insensible à douleur à 5+, à 4+, ça donne un vrai palier. On sait qu'on a un énorme spam de touches mortelles dans plusieurs armées, et en fait ça passe outre cette mécanique là parce qu'on peut quand même avoir nos sauvegardes. Le fait qu'il passe en D3 dommages, c'est appréciable. Le fait qu'il donne un boost aussi, enfin un malus sur les tests adverses, c'est appréciable. On a envie en fait cette unité là d'être un peu au milieu de table, un peu enclenché dans la mêlée, et se dire en fait tu vas avoir des malus, tu vas pas pouvoir me tuer et je vais essayer de tenir l'objectif assez longtemps. De plus, par rapport à Urien qu'on verra après, lui, il aura la capacité d'avoir une amélioration qu'on peut payer pour encore lui donner
de nouvelles capacités. On va le mettre en opposition avec son homologue, qui lui est un héros nommé, qui est Urien Rakart. Il vaut 105 points, il ne peut rejoindre que les unités de Gorgon. Lui, il va nativement avoir un insensible à douleur à 4, mais que sur lui. Lui, ses aptitudes, ça va être modelage de chair, qui fait qu'à la fin de votre phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir une unité de Chronos, de Talos, ou de Grotès, ou de Gorgon à 6 pouces ou moins de lui. Si c'est des gros, c'est-à-dire tout sauf les Gorgones, alors on va les soigner de 3 points de vie. Et si c'est une unité de Gorgon, il y en a 3 qui vont rip-up, attention, on ne peut pas dépasser son effectif initial. Et deuxième aptitude, c'est la régénération horrifiante, qui fait qu'une fois que la figurine est détruite, on va jeter un dé, et sur un topus, elle va revenir à la vie avec tous ses PV initiaux, le plus près possible de là où elle était morte, mais jamais à portée d'engagement. Moi, Urgen, j'aime bien, parce qu'il y a peu d'unités dans l'armée qui ont une 4 plus 1 vue. Lui, il a une 4 plus invulnérable, et un 4 plus insensible à la douleur. Si vous faites les statistiques, c'est très très dur de le tuer. Le fait qu'il régène, qui fait repose des vracs, c'est un plus. On va le mettre dans une unité de 10 vracs et on va vouloir dire gère cette unité là à un moment. Si on gère l'unité, il peut réapparaître à la fin de la phase. Donc des unités qui sont monophases, en fait, ça nous permet de garder un objectif et donc scorer. C'est toujours très important. Quand vous faites vos unités, quand vous regardez les datasheets, dites-vous qu'est-ce qui va me permettre de scorer. Pas qu'est-ce qui est létal, qu'est-ce qui est tanky, qu'est-ce qui va permettre de scorer. Quand tu fais revenir 3 Gorgones, c'est OC6. En fait, il faut se dire que ça compte pour 6 figurines sur un objectif de rip-up. C'est énorme. La petite nuance à ça, c'est que là où tous les repop des autres armées se font en phase de commandement, donc qui permettent de récupérer un objectif ou valider ça, lui, ça se fait en fin de phase de move. Parce qu'ils se sont dit, bon, on va déplacer Urien pour aller régène notre ami le Talos ou le Chronos. Yes, ça a un autre avantage. C'est que tu te déplaces, tu te fais tirer en état d'alerte dessus, et tu fais, c'est pas grave, il me reste 2 figurines, lui et un pote, hop, il y en a 3 qui rip-up. Du coup, oui, le fait que ce soit en fin de phase de move, ça peut vous donner aussi des avantages parce que vous allez vous déplacer. Et imaginons que vous prenez un tir en état d'alerte, vous perdez des unités, vous allez en repop et gagner de la distance aussi par rapport à ça. Donc ça permet de gagner peut-être un peu de charge tout en étant en cohésion. On va maintenant passer aux lignes des coteries avec les Gorgones. Les Gorgones, on peut les jouer de 5 à 10, 65 points les 5, 130 points les 10, donc 13 points le body. On bouge de 7, on a une endurance de 4, on a nativement un insensible à la douleur à 5. On se rappelle donc qu'avec un émoncule générique, ça passe à 4. Et derrière, on va avoir une sauvegarde à 6 et une sauvegarde invulnérable aussi à 6. Commandement de 6, OC2, un petit point de vie. Derrière, au corps à corps, on va faire 2 patates de force 3, sans PA dégâts 1, mais infanterie 4+. Et derrière, surtout, on va pouvoir, par tranche de 5 figurines, avoir une arme de tir à chaque fois spécifique. C'est un vrai plus. Parce que là où on devait choisir en V9 quelle arme on mettait, comment on équipait, en fait là on est par défaut, pour 5 Gorgones, on a toutes les armes. On a monté en points, là où là, en V9 la Gorgone était à 8 points, c'était clairement pas assez cher. Maintenant, on a des unités qui font un peu tout, un peu comme les cabales. Quelque chose de très appréciable, c'est que leur capacité, c'est que si tue une unité, on régène un point de douleur, et si elle meurt, on régène aussi un point de douleur. Donc, dans tous les cas, on va régénérer du point de douleur. Ce que j'aime bien, c'est que la différence des Seras et des cabales qui sont obligés d'être pris par 10, on peut les prendre par 5. Et on a besoin de ces unités de 5 pour faire des choses, garder le fond de cours, aller sur un objectif, être en réserve stratégique, aller dans la backline. Écranter aussi, justement, le fait de repousser les frappes en profondeur à 9 pouces. On a besoin de ces unités qui vont faire un écran et qui va permettre de préserver nos unités de tir en fond de cours. C'est vrai, puisque pour 65 points, l'adversaire il est obligé de les gérer, puisque déjà, comme on l'a dit, ça fait de l'occupation de terrain, donc on n'a pas envie de gérer ça. En plus, le fait d'être invulnérable à 6 et insensible à la douleur, alors en général, quand on les prend en petit pack, ça restera à 5, mais en fait c'est des stats à craquage, et le mec va systématiquement devoir claquer plus de 65 points pour sortir ce pack là. Et s'il le fait pas, si vous en avez 2 en vie, vous reprenez l'objectif à un rhino. Donc en fait il est obligé de les traiter. C'est vraiment ça, c'est une trace de frein dans le slip. Parce que c'est un peu la thématique de cette armée, c'est le slip. Regardons aussi justement leurs armes spé. Ça fait quand même partie des petites unités où par 10 tu vas avoir 2 armes de force 6 ou alors des armes qui vont faire des blessures dévastatrices. Enfin, tu peux avoir 2 snipers qui font transpirer tout le monde. Tu touches en plus très stablement à 3. Il suffit que tu le fasses encore plus transpirer pour forcer l'adversaire à utiliser un stratagème, je sais pas, qui va améliorer la PA, qui va peut-être dire putain, il va me voir, il va être obligé de refaire un mouvement derrière. On a le vect en plus, donc on va se dire ouais, mais là tu vas peut-être pas le faire parce que tu as déjà rebougé ou tu as déjà fait ton armure du mépris. Bâtard de SM, j'ai changé de camp, J'aime l'idée de se dire que je peux être sans slip. Mais en tout cas, je trouve que c'est ouvert. On est sur les raiders. non mais c'est normal qui fait des partous. Clairement, c'est dans le fluff. C'est dans le fluff. Komora, c'est les gars, faut quand même savoir pourquoi est-ce que les Wildcard ont plus de pré-barque. C'est qu'il est parti faire des partous. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Game Workshop, ils ont un peu trop ouvert leur esprit là. Macumba, Komora. Il y a qu'un pas, compagnie aérienne les gars. Non mais je trouve vraiment que cette unité. Alors moi, j'aime pas le modélisme de cette unité, mais à côté de ça, elle est ultra séduisante. Exactement.
Le X-Rifle, donc le sniper, touche et heavy, mais touche à 3+. Précision, 3 dommages flat. Force 6, PA-2, 3 dommages flat. En fait, tu mets 5 sur 65 points, tu peux dire, bah, ton personnage là à 3 PV, peut-être qu'il va disparaître. Ton leader là, il va peut-être disparaître. Il coûte 65 points, on peut en mettre 3, 4, 5, et on peut commencer à faire vraiment des choses. À noter qu'il est l'une des rares armes qui fait des blessures dévastatrices. Des blessures dévastatrices, et dans cette unité-là. Donc, certes, c'est pas, on peut en mettre qu'une, mais en fait, ça crée PA-2, dommage 2, donc on peut quand même faire 2 Mortal Wound facilement. 2 blessures mortelles facilement. Toujours dans les coteries, on va maintenant passer au grotesque. Là, on est sur une unité d'élite qui peut se jouer de 3 à 6 figurines. On est à 105 points les 3, 210 points les 6. Derrière, on bouge de 7, on est endurance 6, on a nativement une invulnérable à 6 ainsi qu'un insensible à la douleur à 5, 4 points de vie, OC1. Par contre, derrière, on va un petit peu meuler puisque on va quand même par figurine faire 4 attaques qui vont toucher à 3 de force 5, PA-1, dégâts 2. Et chaque figurine maintenant reçoit gratuitement un petit lance-flamme qui va faire des touches de force 4, PA-1, dégâts 1. C'est un peu dur de la situer parce qu'elle est un petit peu chère, elle a une grosse emprise sur table. Néanmoins, elle a aussi gagné quand elle meurt, elle peut faire taper en mourant. Ouais, sur un 4+. C'est pas un taper en premier, mais ça reste quand même intéressant. Je sais pas si on va les utiliser grâce à leur lance-flamme embarqué, ils dire bah on va faire un coup de lance, on va bouger avec le saccageur, on va faire un coup de lance-flamme, ils vont mourir, ils vont être là, tu dois les gérer. Ou s'ils vont accompagner d'une certaine manière une saturation de PV sur des armées coteries. Je trouve que c'est une unité intéressante. Après, est-ce qu'elle a le bon prix et la bonne capacité? Il faut voir comment ça se comporte sur table. On l'enchaîne ensuite avec les Talos jouables à 2 maximum, de 1 à 2, 90 points la figurine, 180 points les squads de 2. On va pouvoir bouger de 7, avoir une endurance de 7, sauvegarde à 3, invulnérable à 6, 7 points de vie au C2. C'est un monstre, bien évidemment. Et on va pouvoir les équiper de plein de façons différentes. Petite aptitude très sympa, puisque c'est Machine du Tourment, si cette unité détruit une unité ennemie, alors jusqu'à la fin de la partie, elle sera considérée comme étant renforcée. On rappelle, quand on est renforcé, ça veut dire qu'on est considéré comme ayant tout le temps un petit pion de souffrance. Ça veut dire que nativement, cette unité, elle va relancer les jets d'avance, les jets de charge, les jets pour toucher, au corps à corps et au tir. C'est ça. C'est fort. Derrière, on va pouvoir les équiper de plein de façons différentes. On va quand même se focaliser ici sur le fait de pouvoir les équiper d'un côté avec le fusil disrupteur qui va faire 2 tirs, qui touche à 4, de force 3, PA-1, dégâts 3, mais qui va être anti-véhicule 4+, et blessure dévastatrice. Ça veut dire que dès que vous ciblez un véhicule, dès que vous allez faire un 4+ pour blesser, et vous allez relancer en plus ce jet de blessure gratuitement, ça va être 3 blessures mortelles. Donc pour le coup, clairement, on va avoir envie de les renforcer une première fois pour être sûr de se dire, bah tu sais quoi, au moins je vais relancer mes jets de touche, parce que c'est que sur du 4, mais à côté de ça, c'est un anti-speeder. Franchement, c'est voilà. Derrière, vous allez aussi pouvoir l'équiper avec un liquéfacteur jumelé qui va tout simplement être torrent et jumelé. Donc des 6 touches de force 4 relance les blessures, PA-1, dégâts 1 à 12 pouces. Et au corps à corps, vous pouvez notamment leur mettre les gantelets pour faire 5 attaques, certes qui vont toucher sur du 4, mais de force 8, PA-2, dégâts flat 3. Déjà, il n'y a pas beaucoup de PA dans le jeu aujourd'hui. La PA-2, dégâts flat 3, ça rigole moyen quoi. Ouais, moi je les aime bien. Je les aime bien déjà parce qu'ils sont stables sur la blessure. Et ils sont pas stables sur le touche, mais vu qu'on peut les renforcer et on les stabilise sur la touche, on va vite avoir des unités qui sont full relance des touches, full relance des blesses. Et là, c'est beaucoup mieux. La deuxième chose que j'aime bien, c'est qu'ils sont passés en du 7. Et en fait, le palier en du 7, il est entre les deux, entre les armes de saturation qui vont être force 4, 5, 6, et les armes anti-char, moins volumineuses en tir, qui vont être 8, 9, 10, etc. Si on le combote avec le stratagème qui va faire moins 1 à la blesse, en fait, ou les saturations vont nous blesser à 6, ou les armes anti-char peu volumineuses vont nous blesser à 3. Et avec ça, il a aussi une 3+ de sauvegarde, alors que les autres sont à 6. Donc en fait, ça commence à être... Pour casser des statistiques pour tuer ce Talos, ça commence à aller très vite. Et on n'a pas envie d'avoir un Talos chez nous dans les lignes. Clairement, quand il commence à tout relancer, c'est très compliqué. Yes, et encore une fois, j'insiste, il est au C2. Alors généralement, comme vous allez vouloir le booster au moins la première fois, et qu'une fois qu'il a tué quelque chose, bah, t'as envie de garder le plus longtemps possible, tu vas le jouer par 2, donc être au C4, et même si t'en restes un en vie, tu contestes un rhino. Exactement. Moi, la manière dont j'ai joué, c'est vous le mettez en réserve stratégique, soit vous faites un rapid ingress pour arriver autour de l'adversaire et avoir un endroit où il ne peut pas vraiment vous impacter, ou vous arrivez en réserve stratégique à votre tour, vous tuez quelque chose, et vous êtes super boosté, ou vous pouvez après faire un autre mouvement de 7 pour vous mettre dans un endroit safe. Et vous avez une menace chez l'adversaire qui va avoir beaucoup de difficultés à gérer, sauf qu'il a beaucoup de tirs de très forte de force. On va maintenant vous présenter le Chronos. Le Chronos, pareil, il est jouable tout seul à 50 points ou à 2 à 100 points. C'est un des PV endurance 7 les moins chers du jeu, puisque bah il bouge de 7, endurance 7, sauvegarde à 3. Il a nativement une invulnérable à 6 et surtout un insensible à 5. Quand vous êtes endurance 7, 7 PV, insensible à 5,
C'est long. À 50 points, Ah, c'est long. c'est pas cher et c'est loin. On a vite fait craquer son slip. Exact. Ah, putain, tu m'as piqué ma blague. Il a comme aptitude, il peut les fabriquer. C'est une machine à slip. Non, il va avoir Paralysie de la souffrance pour le coup. C'est un petit peu une ferme à point de souffrance puisque à partir du moment où vous allez renforcer une unité qui est à 9 pouces de cette unité sur un 4+, vous allez gagner un pion de souffrance. Et donc, il est quand même très intéressant pour ça parce qu'il faut que 50 points dans son dispositif. Il est au C2 en plus. Et il va avoir après des armes de tir parmi les siphons mentales ou vortex mental. Bon, pour le coup, là, on est plus sur quelque chose d'anecdotique, mais en fait, à 50 points, on prend tous les dégâts qu'il peut faire. C'est ça. 50 points, en fait, il va vraiment apporter de l'utilité dans votre liste. Vous allez avoir ou des Talos qui vont être agressifs, vous avez besoin qu'ils agressent l'adversaire, ou des Vrak qui prennent la map. On va avoir des unités qui vont tirer de fond de cours. Et oui, cette unité au milieu qui vont pouvoir dire 50 points, je vais mettre sur l'objectif. 50 points, je vais mettre au milieu à 9 pas de toutes mes unités de tir, et dès que je vais faire un point pour renforcer, je vais essayer de le récupérer. Et en fait, juste ça, je pense qu'il vaut ces points. Je ne sais pas s'il en faut 3, peut-être si on va armée 2 ou 1 suffisent. Moi, j'ai tendance à jouer par 2. Un qui va être plus agressif, un qui va être en fond de cours avec vos unités de tir. Et pour stabiliser un peu votre... Ah non, c'est une super entrée. On peut même commencer à parler un petit peu de l'istatème, c'est assez intéressant. Globalement, là, on est sur des figurines par rapport à leur nombre de PV qui sont monstres au véhicule. Donc, qui au niveau des secondaires dont on parlait tout à l'heure vont donner seulement 2 points. Donc, globalement, vous pouvez même faire une istatème où vous en mettez 9. Je pense plutôt au Talos qu'au Chronos. Mais putain, t'en as 9. Tu donnes que 18 points s'ils les sèchent tous. T'as 70 points de points de vie en durant 7 sur la table, plus eux. Ça fait rire personne. Hein. Donc c'est sympa parce que tu peux faire des listes à thème qui polarisent pas trop finalement le scoring adverse et qui sont compliqués à gérer. Oui, alors après, je pense que quand on va aller sur le sac à viande et mettre que des PV comme ça, et à ce moment-là, oui, on va donner les points des monstres. Maintenant, on verra qu'il y aura 2 styles. Ou le sac à viande, ou le gros tir, mais dans tous les cas, cette unité-là sera présente. On a fait le tour des unités qui étaient très typées coterie, culte ou cabale. Là maintenant on va passer justement à ce qui rentre un petit peu dans tout. On va commencer par les belluaires. On est à 120 points les 7 figurines. Aucune façon de les adapter. Bon déjà avant garde-fou quand même, on est sur des vieilles figurines qui sont en fine cast et qui sont pas ouf en termes de modeling. Maintenant il a quand même un intérêt parce que pour 120 points vous allez avoir dans l'unité un belluaire, une bête griffue, 2 chimerae et 3 vols de Stenfall. Bon par contre clairement c'est un petit peu la mort du fun. À chaque fois c'est des armes différentes, à chaque fois c'est des stats différentes. C'est là un petit peu où le bas blesse parce qu'en soi statistiquement elle est bonne cette unité à 120 points. Et derrière ils vont avoir aussi le fait qu'ils vont pouvoir relancer leur jet de touche, sauf que c'est 10 minutes d'activation parce que c'est que des armes différentes quoi. C'est un peu le problème qu'on a sur le fait le Drukhari a plein d'options d'armes, ils ont mis toutes les armes et du coup dès qu'on tire ou on fait quelque chose il faut regarder tous les profils ou les connaître par cœur ou lancer des dés de couleurs différentes, donc ça peut être un peu long. Je pense que l'intérêt de cette unité, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de PV, elle est scout, donc souvent en fait on sait pas trop quoi mettre en backline. On sait pas trop quoi mettre sur notre flanc faible. Et en fait, le fait qu'elle soit scout et mouvement 12, si vous avez le T1, sans l'advance, vous faites 21 pas. Vous faites entre 20, du coup, vous pouvez faire entre 21, voire 22 et 27 pas. Et vous avez beaucoup de PV. Maintenant, à 120 points, j'ai du mal à cerner quelle va être vraiment l'utilité de cette unité. Est-ce qu'on a envie de l'envoyer au corps à corps? Est-ce qu'on a envie de la mettre sur un flanc? Est-ce que... Elle a quelque chose qui me dérange. Elle a aussi le fait que le belluaire soit personnage, donc elle donne encore un point de personnage si on la tue, et ça peut me gêner dans la construction de liste. Tiens, on va parler d'un personnage, celui qui a failli me faire rage quitte Warhammer 40 000, parce que pendant un temps, moi je ne jouais que contre un Drukhari, et même en tournoi, c'est Drazar. Drazar maintenant, il vaut 105 points, c'est une unité meneuse qui peut rejoindre des incubes. Il va de base avoir un mouvement de 7, une endurance de 3, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4. Derrière, il a 5 points de vie. En aptitude, il va avoir le fait que l'unité qu'il rejoint va avoir plus 1 pour blesser, et aussi exécution cruelle qui fait qu'une fois par partie il va pouvoir gagner précision, et s'il détruit un personnage suite à l'activation de l'exécution cruelle, vous allez gagner des 3 points de souffrance. Et si l'unité détruite était en plus le seigneur de guerre, ça sera pas des 3, ça sera 3 points. Au corps à corps, bon, il meule toujours autant. Est-ce qu'il est intéressant, on va dire pour ses dégâts, mais pas plutôt pour le plus 1 pour blesser, il va quand même faire 5 patates de force 6, PA-2, dégâts flat 3 avec blessure dévastatrice, ou alors il va séparer son arme en 2 et faire 7 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2 et relance pour blesser. On aurait aimé que les deux profils soient regroupés évidemment. Ce qui m'embête dans cette unité, c'est que on voit qu'il a un buff qui booste les incubes, mais du coup ça veut dire que les incubes qu'on verra après, sans lui, ça va être dur. Moi ce qui m'embête, c'est comment on va amener le Drazar et les incubes chez l'adversaire. Par rapport à notre version V9, il est forcément moins bien, c'est un petit peu frustrant. On a un capacité, ça va être difficile de l'amener au Hein, je te mets un chais dans ta gueule par rapport à lui. Il m'énerve. Non, je l'invite à chacun. chacun. Tu me parles mal. Je l'invite à tous mes anniversaires, il vient jamais. Tu vois, donc voilà quoi. J'ai du mal à l'imaginer dans une liste, ou alors une liste où on aurait dans un méta
où il y aurait beaucoup de corps à corps et il serait vraiment utile. Comme tu l'as dit, il va pouvoir rejoindre des incubes. Les incubes, elles sont jouables de 5 à 10. On est à 17 points la figurine, donc 85 points les 5 ou 170 points les 10. Ce qui est cher quand même pour de la figurine mono PV, on est quasiment sur le prix d'un SM qui a lui 2 PV et un meilleur tanking. Là ça bouge de 7, ça a une endurance de 3, une sauvegarde à 3, c'est OC1. Le sergent a 2 PV, donc il y a quand même des tricks à faire parce que lui n'étant pas meneur, on va pouvoir lui mettre des blessures multiples ou en tout cas le faire un petit peu plus tanker. Derrière on va avoir tourmenteur comme aptitude qui est qu'au début de la phase de combat on va pouvoir rendre une unité qui sera à portée d'engagement et lui faire un test d'ébranlement. Ils ont une invulnérable à 5 et derrière au corps à corps, chaque figurine va quand même faire 3 attaques de force 4 PA-2 dégâts 2 et le chef va pouvoir choisir entre 6 attaques de force 4 PA-1 dégâts mais relance pour blesser, ou 3 attaques de force 4 PA-2 dégâts 2. Ils sont très bizarrement positionnés parce qu'en fait, d'un côté, 85 points c'est cher, mais si tu es vraiment moins cher, au bout d'un moment ça va devenir pas assez cher et tu vas avoir du glitch. Mais il y a un problème d'écriture plutôt sur la pertinence de l'unité. Oui, en fait, ils ont un profil qui appelle à tuer le Marines, clairement. Mais sans Drazar, ils vont pas le faire. Et il faut qu'ils arrivent jusqu'au Marines qui va leur tirer dessus. Donc j'ai un peu du mal. Le fait qu'ils aient une sauvegarde à 3+, c'est très bien, une 5+1+, c'est très bien. La capacité Battle Shock me paraît un petit peu limitée, réellement. J'ai du mal avec cette unité parce que je trouve qu'elle manque peut-être d'avoir en natif le fait d'avoir le plus un bless. Là, ça la rendra intéressante. On enchaîne ensuite avec les mandragores. Les mandragores, ils sont à 14 points le petit body. Eux, ils ont pas de slip, mais ils ont un kilt. On peut aussi les jouer à 5 à 70 points. Ils bougent de 8, endurance 3, sauvegarde à 7. Mais derrière, ils vont avoir une invulnérable à 5. Ils ont infiltrateur, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déployés à moins de 9 pouces de n'importe quelle figurine ennemie et à moins de 9 pouces du camp ennemi. Or, je viens de le dire, ils bougent de 8. Intéressant. Et discrétion qui fait qu'ils ont toujours moins 1 pour être touchés au tir. En plus, ils vont avoir l'aptitude disparition qui fait qu'à la fin du tour adverse, si cette unité n'est pas à portée d'engagement, vous allez pouvoir la retirer et elle arrivera à votre prochaine phase de renfort à 9 pouces de toute figurine ennemie. Et à 18 pouces, ils vont faire 2 tirs qui vont toucher à 3 de force 5 100 PA dégâts 1, mais qui vont être assaut et blessure dévastatrice. Et au corps à corps, 3 attaques, force 5, 100 PA, dégâts 1. Honnêtement, ils sont bien costés. Il manque un peu d'impact, mais ils sont bien costés pour faire chier. Ouais, je trouve qu'ils sont juste ils sont au bon prix. Là où ils les proposent par 5 ou par 10, je pense pas qu'on va l'utiliser en unité d'impact. Réellement, c'est pas assez stable. Le fait qu'à la fin du tour adverse, peut se mettre en frappe en profondeur et se mettre partout à 9 pas de l'adversaire et qu'ils sont infiltrés, donne beaucoup d'avantages sur le scoring. Et en fait, je pense que c'est important d'en avoir au moins une unité, voire 2 par zèle, pour pouvoir assurer notre scoring. Et que les autres unités soient dédiées à la létalité. Les amis, on va maintenant passer à la pépite, ou une des grosses pépites quand même de ce codex, c'est les fléaux. Ils sont jouables de 5 à 10, ils sont à 120 points les 5, 200 points les 10, parce que 20 points le modèle, mais on les jouera quasiment jamais par 10 parce qu'on n'a pas d'intérêt. C'est tout simplement une unité qui peut avoir jusqu'à 4 armes spéciales ou lourdes. Bon, déjà quand on regarde leur profil, ça bouge de 14. Donc bon bah ça va un petit peu aller où ils veulent. Derrière ça a aussi la frappe en profondeur. Derrière ils ont un plus frappe ailée qui fait qu'à la phase de tir, à partir du moment où ils ont tiré, ils vont être capables, s'ils sont pas à portée d'engagement, donc ils ne seront pas, de bouger de 6 pouces avec un mouvement normal. Certes ils pourront pas charger, mais ils vont pouvoir tirer, se recacher, enfin extraordinaire. 120 points c'est pas cher. Regardez les armes qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent avoir le Dislocker qu'on a vu tout à l'heure, qui est un tir de force 8 PA-4 dégâts D6+1 en assaut. Ils vont pouvoir avoir 4 lances des ténèbres potentiellement pour faire 4 tirs qui vont toucher à 4, mais on se souvient qu'au pire, on va les renforcer pour faire des tirs de force 12 PA-3 dégâts D6+2. Enfin bon, bref, je vais pas sortir leur arsenal parce qu'on l'a présenté tout à l'heure, mais ça se joue que par 3 cette unité. En fait, tu commences une liste, t'as directement 360 points en moins. Quasiment. Et à côté de ça, excuse-moi, je chie pas dessus, parce que même si c'est du spam, je trouve que le codex en a besoin. Ah, mais je pense que tu peux pas. En fait, le codex, on a parlé où on joue de l'agression ou du tir, mais en fait, cette arme, cette Dark Lance, va s'adapter à tout. Elle est force 12, PA-3, D6+2, en fait, elle peut tuer quasiment tout. Donc, si elle est pas chère, pourquoi ne pas la spammer? Le petit défaut de cette figurine là, c'est que si vous la jouez, vous verrez qu'elle a elle a des gros socles et elle prend beaucoup de place. Donc c'est pas si facile à planquer. Donc c'est plutôt une unité qu'on va mettre en frappe en profondeur, tirer, se mettre derrière un mur. Rebouger, se tirer derrière un mur. Le fait qu'il peut être renforcé, évidemment sur touche à 4, mais full relance des touches, c'est parfait. Donc oui, on va les jouer par 5. On a besoin de cette unité là pour scorer, pour tuer, on peut pas ne pas les jouer. Pour conclure sur eux, bon bah voilà les gars, c'est obligatoirement 1, 2 ou 3 dans chacune de vos listes parce que c'est aussi le plaisir. Alors attention, hein, c'est très fort parce que bah encore une fois, comme on vient de le dire, à partir du moment où on a tiré, on peut se recacher. Donc en fait, ce qui est à la fois très sympa et très frustrant pour son adversaire, c'est qu'on va pouvoir les équiper de n'importe quelle façon. Si on veut faire de l'anti-char fond de cours parce que 36 pouces de portée, alors bah full lance des ténèbres. Et alors là,
c'est Bagdad parce que vous êtes vraiment chez vous et vous faites juste de bon je bouge et tu sauras que je vais les replacer et ainsi de suite. Donc le seul contre que l'adversaire c'est soit il a du tir indirect parce que quand même c'est un peu de la mousse, ou alors tout simplement il va essayer d'éviter en termes de géométrie les couloirs de tir de la table. Mais c'est pas forcément facile de le faire quoi. Non. Ou alors vous allez pouvoir jouer très courte portée, un petit peu en mode guérilla avec du 18 pouces, mais des armes à fusion. Enfin franchement elle est très sympa. Parce que, aussi. oui aussi, donc vous pouvez vraiment tout faire. Franchement elle est très très cool cette unité. On va continuer mais cette fois-ci on va passer au châssis. On va donc parler du Ravageur, ou pareil Ravageur avec un S, parce que quand on voit la qualité de la figurine, vous allez en mettre beaucoup. Mais, encore une fois, je trouve que c'est équilibré, parce que si l'index, ou le codex en tout cas, n'avait pas ça dans l'arsenal, eh ben on manquerait justement de puissance et de patate. Donc, je trouve ça très très bien équilibré. 95 points le Ravageur, ça bouge de 14, ça a une endurance de 9, sauvegarde à 4, invulnérable à 6, 11 points de vie, et au C3, ils vont nativement avoir l'aptitude éradiquer l'ennemi, puisque à chaque fois qu'ils vont tirer sur une unité ennemie qui a tous ses points de vie, que ce soit une troupe, que ce soit des figurines multi-PV, donc qu'elles soient toutes à plein effectif, ou alors sur des figurines uniques mais qui ont tous leurs PV, ils relancent nativement les 1 pour toucher. Voilà. Et derrière, on va pouvoir les équiper soit de 3 lances des ténèbres, soit de 3 canons désintégrateurs. Donc soit 3 tirs de force 12 PA-3 dégâts D6 plus 2, soit 9 tirs de force 5 PA-2 dégâts 2. Honnêtement, elles sont trop bien dans les deux. Vu le début de version, ça sera certainement plus des lances des ténèbres que des canons désintégrateurs. Mais le fait de pouvoir tout faire, c'est trop cool quoi. L'unité elle est extraordinaire, elle est un peu longue mais elle est étroite. Ouais, très bien. Je ferai pas de blague là-dessus, mais tu sais très bien ce que j'allais dire. On sait ce qui se passe dans ce type. Voilà. J'ai une question pour toi. Globalement, si jamais t'es un gros bide, mais même pas, honnêtement, je pense que le plaisir du jeu, c'est de se dire au moins 2 de chaque, c'est-à-dire 2 unités de secours, Oui. 2 unités de ravageurs, même en amical, parce que l'armée va manquer de souffle si on n'a pas ça. Mais est-ce que t'es obligé de tout enforcer avec à chaque fois des pions de douleur? Est-ce que toi, c'est vraiment YOLO, t'en joues 6, donc 3 et 3, et tu dis, moi je sais qu'à chaque tour, il y a le chronos au milieu, et c'est 6 points qui partent, et j'essaye d'en craquer 3. Comment ça marche? Alors, effectivement, dans une optique test, je pense que c'est bien d'avoir 2 de chaque, parce que vous allez avoir envie de gérer un flanc et l'autre de manière équilibrée. Maintenant, si vous avez une optique où les personnes en face ont vraiment beaucoup de PV et des gros builds, vous allez avoir 3 Scourge Darklance et 3 Ravageurs Darklance avec le chronos au milieu. On y va, garde des étoiles, on tire partout. Petit disclaimer, on est quand même à 645 points pour balancer 21 tirs de lance, qui, si jamais on est un petit peu généreux au niveau des pions, fait que on est complètement en relance des touches. Exactement. C'est un petit peu début de la saleté. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Là où la lance des ténèbres est au-dessus de l'autre arme, c'est notamment pour les couverts, parce que la PA-3 a vraiment une capacité à aller taper très vite dans la 5 plus invulnérable des adversaires, ou la 4 plus invulnérable des Terminators, alors que la PA-2, avec le couvert, va forcément en PA-1, et du coup ça va être moins fort. Je pense que ces deux profils sont intéressants, mais cette capacité d'impact de dire j'ai 21 tirs de lance des ténèbres, peu importe où je veux. Par contre, il y a un truc qui est très fort dans le Ravageur, qui n'y était pas avant, c'est qu'en natif, il peut être en frappe en profondeur. C'est là où on avait du mal à le placer en début de partie. Là, tu mets où tu veux sur la table. Comme les Scourges. Donc, en fait, tu dis, bah, je peux être là, ou je peux être chez toi. Et là, c'est très très fort. Ensuite, on va passer au transport. On va avoir le saccageur qui va coûter 90 points, qui va pouvoir avoir à l'intérieur de celui-ci 11 figurines, qui peut embarquer d'ailleurs des infanteries Drukhari, à savoir qu'on peut aussi embarquer des grotesques, mais ça va compter pour 3, et qu'il ne peut pas embarquer des figurines qui vont avoir le mot-clé vol. Ensuite, il va avoir nativement le voile éthérique qui fait que quand il fait un mouvement de type avance, alors automatiquement il ajoute 6, pas besoin de jeter le D6. De base, il endure ensuite, mouvement de 14, donc de base il peut passer à mouvement 20, sauvegarde à 4, pour 10 points de vie, au C2, et de base il va être équipé soit avec une lance des ténèbres, soit avec un petit canon désintégrateur. Ça en fait un bon chausson quand même. Ça en fait un beau chausson. Là, avant où il était exceptionnel avec le mot-clé vol, il en devient un peu plus difficile de se placer. Je pense que si on joue des unités de corps à corps, ou on joue des unités de cabale qui ont besoin de tirer pour se placer, on est obligé de les utiliser. Je dirais pas que c'est l'unité phare du jeu parce que par rapport aux équivalents véhicules, il est un peu moins bien. Néanmoins, on peut pas se permettre d'être sur table sur certaines figurines, donc on est obligé de jouer. Et en plus de ça, il va quand même avoir un pont de tir de 11 places, donc tout le monde peut tirer dessus quand on est dedans. On rappelle maintenant que quand on tire avec un véhicule, en tout cas quand on tire avec les figurines d'un véhicule, c'est le véhicule qui est considéré comme ayant les armes et qu'il a aussi hérité de frappes en profondeur natif. Exactement. Le fait de pouvoir utiliser des frappes en profondeur natif nous permet de ne pas commencer dans notre zone de déploiement. Donc selon l'événement, on peut ou se mettre où on veut sur la table à notre tour, ou via le stratagème rapid ingress se placer de manière très stratégique pour le prochain tour de l'adversaire. Donc ça ouvre des stratégies de jeu pour quelqu'un qui est très défensif, qui a du mal à prendre la table, et dire bah moi je vais mettre mon raider
dans la ruine ici, tu peux pas me tirer dessus, et puis au prochain tour, je vais débarquer avec mes figurines, je vais te charger. Deuxième transport de ce codex, ça va être le Venom. Il vaut 80 points, il peut embarquer jusqu'à 6 figurines. Il va avoir la capacité très intéressante de pouvoir diviser une escouade soit de 10 guerriers cabalites, soit de 10 Seras en deux et de pouvoir les embarquer dedans. Ensuite, comme haute capacité extraordinaire, il va avoir le funambule athlétique qui fait qu'à la phase de combat, s'il y a une unité à 6 pouces de lui et que lui n'est pas rempli, alors il va pouvoir l'aspirer et l'embarquer. Donc énormément de tricks de move à faire par rapport à ça. C'est à la fin de la phase de combat, il n'est pas dit que l'unité a dû s'activer ou taper ou quoi que ce soit. Donc très intéressant. Derrière, il va avoir un mouvement de 14, une endurance de 6. Une sauvegarde à 4, une invulnérable à 6, au C1. En fait, en gros, c'est le même prix qu'un Rhino, il tank moins, il bouge beaucoup mieux, il a des meilleures aptitudes. Mais c'est vrai que il est différent. En tout cas, je le trouve bien costé à 80 points parce que sinon il serait trop fort. Oui. Alors à 80 points, il offre une vraie utilité. On va penser justement à notre unité de Cabalite qui est avec 5 armes fortes et 5 armes normales. Et divisé en deux, c'est des squats. Une qui va pouvoir être projetée et mettre des PV sur un objectif, et l'autre qui va pouvoir désembarquer, bouger, désembarquer, tirer. En phase de combat, je suis pas en combat, donc je peux rembarquer dans ce Venom là. Donc on peut placer son Venom à couvert, débarquer, tirer et rester à couvert. Donc ça donne des mécaniques de jeu intéressantes. Après, il est fort, mais peut-être pas non plus faire que ça, parce qu'il est quand même très fragile. C'est une 6 plus 1 vue, 4 plus de sauvegarde, ça meurt quand même assez vite. A noter qu'il a aussi la frappe en profondeur en natif et -1 pour être touché au tir. Yes, honnêtement, je trouve que c'est extraordinaire en termes de mécanisme de jeu. Aussi, la façon dont on va articuler son armée. Déjà, il faut rappeler que au moment du déploiement, rien n'est figé. Les unités dans les transports, les personnages qui mènent des unités, tout ça, on va le déclarer et on va le décider au moment justement de la phase de déploiement, en le déclarant à son adversaire. Ce qui est très cool. Faut imaginer derrière que tu joues. Alors, attention, ça chiffre un petit peu, mais en termes de latitude de jeu, c'est trop cool. Tu vas pouvoir jouer par exemple 2 Venom et 2 packs de guerriers cabalites. Tu vas par exemple te dire que les 2x5 qui sont sans armes spé, tu les mets dans un seul ravageur, et à côté de ça, les 2x5 qui ont toutes les armes spé, tu les mets dans 2 Venom. Et là, c'est plus du tout la même létalité au niveau des véhicules. T'arrives en profondeur, tu vas pouvoir faire lance-flamme, tir à 18, tir à 36. Enfin, franchement, c'est ultra stimulant intellectuellement, et en termes de plaisir de jeu, la mobilité et la latitude, c'est du kiff, quoi. Oui, c'est ça. Si tu joues contre une armée, contre les orques qui sont plutôt une armée de corps à corps, tu as envie de mettre tes flammeurs et tes armées anti-infanterie en front line et mettre tes lances des ténèbres en front de cours. Maintenant, si tu joues une armée qui est plutôt front de cours avec des IK ou de l'Eldar, tu as envie de pouvoir projeter tes lances des ténèbres pour prendre un bon angle et mettre une unité de standard, juste scorer des points. Donc oui, ça ouvre des perspectives de jeu et ça te permet d'avoir plus de flexibilité. En fait, ça, ce qui est bien sur ce codex là, c'est quand même une flexibilité de partie en partie de pouvoir réadapter sa liste d'armée. Dernier transport, ça va être le Tantalus. Il est côté Forge World, celui-là il coûte un peu cher en euros, mais il est magnifique, c'est un voilier Drukhari. Catamaran. Catamaran. Ah, excuse-moi. Moi j'aime pas l'eau. tu sens le mec qui était en un pirate. Ah ouais, okay. Là en tout cas, on va bouger de 16, on va avoir une endurance de 10, une sauvegarde à 4, 18 points de vie, au C5. Voilà. Il est compliqué, il est quand même, j'insiste, il est très gros au niveau de son châssis. Il est magnifique, mais il est très gros. Il vaut 230 points. Derrière, il va avoir une capacité de transport, nous en avons parlé tout à l'heure quand on parlait de la cour, de 16 figurines. En termes d'habilité, il va avoir, le fait que quand il explose, il fait des 6 mortels, il va avoir 16 postes de tir. Donc finalement, même sans la cour, on peut très bien mettre tout simplement toutes ces escouades derrière de cabalites dedans. Ou, on peut même diviser les Venom et avoir que des Darklands. Pourquoi pas. Et derrière, il a la frappe en profondeur, ce qui même en compétitif, ou en tout cas quand on utilise les tables un petit peu chargées, sauver. Ça c'est excellent. Yes. Parce qu'en fait, la figurine en soi est très, voire impossible à déplacer sur la table. Le fait qu'elle soit en frappe en profondeur, on peut vraiment la mettre à un endroit qui nous avantage. Ensuite, comme autre habilité, il va faire des dégâts en blessure mortelle quand il va charger. Donc comme c'est un véhicule en plus, ça va se combiner avec le stratagème générique. Donc potentiellement, on va être capable de faire, on va dire, 3 mortels plus D3 assez stablement pour un petit PC. Et derrière, il est quand même équipé d'un désintégrateur à pulsion qui va faire 12 tirs sur du 3, force 10, PA-2, dégâts 2. Il est Drukhari, donc on peut le fiabiliser avec justement de la souffrance. Franchement, il est sympa. Il est sympa, surtout qu'on a parlé toujours de Darklands, donc de tir unique, anti-véhicule ou anti-élite, et là on a un peu plus de saturation. Il faut ajouter à ça qu'il a 6 attaques au corps à corps, qui touche à 4, force 8, PA-1, 2 dommages, donc il a vraiment un tueur de Marines. Et tout ça combiné, en fait, à 230 points, en du 10, 5 plus invulnérable, il est pas mal en fait. Ouais, ouais, complètement. Je dirais pas jusqu'à en mettre 3, déjà parce que financièrement c'est pas possible, mais je pense qu'un comme ça peut avoir un vrai impact. On passe maintenant aux aérodimes
malheureusement, mais ça sera certainement méta dépendant, dépendamment de quand vous regarderez cette vidéo, qu'aujourd'hui les volants, quand ils n'ont pas la règle stationnaire, doivent être déployés pas sur la table en renfort. Donc ils en arriveront à partir du tour 2 et ils arriveront à 6 pouces d'un bord de table. Donc ils ne pourront pas bouger. Donc ils pourront vraiment agir normalement, encore qu'ils ont d'énormes restrictions de mouvement par rapport à leur angle, à partir du tour 3. Donc là on est sur le bombardier, il vaut 195 points. Il est très justifié en termes justement de châssis, puisque il a quand même nativement la discrétion, donc -1 pour être touché tout le temps. Une fois par partie, il va pouvoir balancer des blessures mortelles grâce à sa mine antimatière. Donc théoriquement ça sera à partir du round de 3. Donc la personne va le voir, va aussi savoir quel angle vous allez prendre pour pas rester sur ce chemin-là. Et il va quand même avoir soit 2 faux d'éthème, soit 2 lances antimatière. Donc il peut potentiellement faire quand même 12 tirs de force 8 PA-4 dégâts 2, ou alors 4 tirs de force 14 PA-4 dégâts D6 plus 2. S'il est renforcé, il fiabilise énormément la relance des touches. Donc franchement, la seule chose qu'il pénalise, c'est le chapter approve, c'est la période. Les aéronymes, c'est difficile à jouer. En plus, il prend de la place. Et même si sur le papier il a l'air puissant, je trouve qu'il est un peu trop cher. Et en fait un équivalent, ou alors ou dans une stratégie on veut jouer que des gros tirs et on met tout ce qu'on peut là-dessus, mais à l'équivalent en fait le ravageur ou les scourges auront plus de flexibilité, apporteront plus tout au long de la game que ce volant. Au revoir Jean Bomber. Le deuxième aérodyme, ça va être le chasseur Steamfall. Lui, il coûte beaucoup moins cher, 170 points, même contrainte malheureusement. Par contre, encore une fois, 170 points, il est ok hein, en termes de tir. Il va avoir plus 1 pour toucher tout ce qui n'a pas le mot-clé vol. Donc derrière, il est très correct, puisqu'en termes d'équipement, il va soit avoir 2 lances des ténèbres, soit 2 intégrateurs, soit un fusil éclateur, soit un canon éclateur. Donc globalement, pareil, il est bien costé, quoi. Le problème, c'est que il est visible. Oui, et puis on aurait aimé l'avoir tous les tours, pas à partir du tour 2, pour faire une action tour 3 peut-être. C'est pas tant le prix et la figurine, c'est vraiment la règle aérodyme qui nous limite ici. On a fait le tour les amis de ce qui va faire le sel des Drukhari. Je trouve que c'est très intéressant, on est vraiment sur une armée qui va être chirurgicale, qui est quand même relativement fragile. On l'a vu, même finalement quand on passe côté coterie, ça va tomber, sauf peut-être les Vrax qui peuvent être un petit peu chiants et ainsi de suite. Mais globalement, c'est ultra stimulant, c'est une armée comme on attendait, c'est-à-dire qui respecte son ADN, qui va jouer avec ses petits tokens. Franchement, c'est une super armée quoi. Oui, et puis en fait, ils ont une capacité de jouer sur les tables ouvertes autant que les tables très chargées, parce qu'ils ont ces capacités de débarquer, réembarquer, ils peuvent être en frappe en profondeur. Je pense qu'on peut vraiment jouer les trois, que ce soit les cultes, les coteries et les cabales. On peut jouer que du coterie ou que de la cabale. Je pense qu'il faut quand même intégrer de la cabale dans son armée pour avoir un peu de substance. Maintenant, il faut arriver à se projeter dans le sens comment je vais arriver à scorer, comment je vais amener des points. Il faut pas forcément chercher une armée qui va vouloir écraser l'adversaire sur le nombre de tirs ou le nombre de capacités. Il faut être un peu plus fin que ça, faut être plus Eldar, il faut être plus agile. C'est vrai, et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça va changer du gameplay qu'on a connu dans les dernières éditions où finalement c'était T1 tout dans ta tronche et c'était si t'as le T2, tu sais que tu t'apprends en premier et que tu seras déjà quasiment chez l'adversaire, voire dans sa mallette. Donc franchement je trouve que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Si on prend les règles de partie, on peut mettre que 50% de notre armée sur table et le reste on frappe en profondeur ou on reste stratégique. Donc ça donne vraiment un énorme impact à partir du tour 2. Et dernière question, est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à un débutant aussi bien sur la partie modélisme que de jeu? On va penser à la facilité de prise en main. Il y a des synergies, mais elles sont facilement, on va dire, exploitables avec juste un token, ça sera facile. Et aussi en termes de modélisme. Alors en termes de modélisme, il y a une catégorie qui est un peu vieillissante, je trouve, c'est les coteries. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gammes alternatives qui sont magnifiques, donc vous pouvez aller là-dessus. Sur le côté des cabages, les véhicules n'ont pas perdu leur charme. Les saccageurs, les ravageurs, les Venom, je trouve sont très agréables à peindre, que ce soit au pinceau ou à l'aéro. Moi j'aime beaucoup. Les figurines sont un peu plus compliquées, elles sont plus fines, donc il faut arriver à avoir un petit coup de pinceau comme il faut. Mais si on aime le thème de couleur et le thème d'armée, on peut vraiment prendre du plaisir. Sur le style de jeu, je trouve ça assez facile à prendre en main. On n'a pas des tonnes de profils d'armes, même si les cabales et les gorgones ont plein de choses à lire. Je trouve que c'est assez facile. On peut se déplacer, on met un token, on a full roll les touches. C'est quand même assez agréable. On peut avoir des interactions. C'est pas une armée qui demande d'être que en fond de cours ou que agressif. On peut faire les deux. Et on peut jouer vraiment avec l'interaction de l'adversaire. Et je trouve que c'est assez bien comme armée pour apprendre en réalité. Bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, si vous aimez en tout cas ce style esthétique, n'hésitez pas à y aller, vous aurez tous les styles de gameplay à l'intérieur aussi de celui-ci, vous avez de la mobilité, vous pouvez avoir quand même du tanking, et surtout vous êtes un putain de scalpel avec un nombre de tirs de lance des ténèbres, ou en tout cas d'anti-charge, qu'aucune armée ne peut justement équivaloir. Un grand merci à toi mon petit Zeka.
sélectionné en équipe de France de Warhammer 40 000 pour être venu nous présenter cette armée-là. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer les amis de supporter French Wargame Studio, nous on a besoin de vous, alors n'hésitez pas à le faire. On mettra le lien de Tipeee en description et nous on vous dit à plus les Wargamers.